Alors bonsoir et bienvenue à cette soirée table ronde qui va porter sur le thème Utopie et politique. C'est une soirée qui s'inscrit dans le programme d'animation annuel du Centre de documentation d'Alliance Sud Infodoc. Nous sommes un centre de documentation spécialisé dans les problématiques mondiales. Nous avons ici à Lausanne un centre de documentation ouvert au public qui traite de tous les thèmes d'importance mondiale. Donc ça va de l'agriculture au transport en passant par l'économie, l'environnement, la culture, l'information, le développement. Enfin tous les thèmes qu'on peut imaginer. Nous avons aussi un site internet www.alliancesud.ch/infodoc sur lequel vous trouvez de nombreuses ressources documentaires sur tous ces thèmes. Et chaque année, nous préparons un programme sur une thématique d'actualité. Donc en 2020, nous avions traité du thème de la société civile parce que nous avions observé dans notre travail autour des médias une récurrence de la thématique du soulèvement ou de la mobilisation de la société civile dans le monde entier. Et ça nous avait frappé, on avait envie d'explorer cette thématique. Et puis cette année, 2021, on va se pencher sur le thème de l'utopie. Donc c'est un thème qui est d'abord une suite logique du thème de l'année dernière, puisque la société civile, lorsqu'elle se manifeste, lorsqu'elle devient active, elle porte avec elle des idées sur ce que le monde pourrait, devrait ou devra être. Ça pourrait s'appeler des utopies, ou ça peut être des formes d'utopie. Et d'un autre côté, ce thème nous a aussi été inspiré par la situation sanitaire dans laquelle on vit tous aujourd'hui, puisque dans les médias, nous avons pu observer une multiplication de prises de position sur l'avenir du monde, le monde d'après, où il y a toutes sortes de points de vue exprimés sur ce qu'on va devoir devenir. Et voilà, ça nous a inspiré de traiter toutes ces questions. On a besoin du recours à l'imaginaire pour prévoir un monde autre, différent. Et puis, comme chaque année, on essaie d'aborder notre thème sous divers angles et on utilise divers formats et approches pour faire le tour d'une thématique. Donc ce soir, c'est une table ronde, mais il y aura aussi au programme des conférences, des projections de films, une exposition, une visite d'une utopie concrète, comme il l'appelle, et des ateliers autour de notre exposition. Pour ce soir, nous avons voulu proposer une forme d'introduction à la thématique en interrogeant de façon assez fondamentale la question du lien entre utopie et politique, avec l'idée qu'on a du côté un domaine où on parle plutôt des idées, des visions du monde, des valeurs, parfois peut-être aussi de réalisations concrètes où des personnes mettent en œuvre un mode de vie différent. Et puis de l'autre côté, on a ce domaine de la politique démocratique, la politique pragmatique, qui vise des objectifs à court et à moyen terme, et qui doit, pour agir effectivement, se construire des majorités au Parlement ou auprès de la population. Donc la question, c'est comment est-ce que ces deux univers s'articulent, comment est-ce qu'ils interagissent. Ce sont deux univers qui me semblent, à moi en tout cas, aux antipodes, complètement antagonistes, et en même temps il me semble qu'ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre, qu'ils sont absolument indispensables l'un à l'autre. Et pour nous apporter un éclairage sur ces questions, nous avons invité 3 personnalités romandes qui ont chacune un lien particulier à ce thème. Donc nous aurons autour de la table Madame Adèle Toranguma, qui est conseillère aux États et qui représente sous la coupole fédérale le canton de Vaud et le Parti des Verts. Avant de se lancer dans son parcours politique, Madame Torrand a obtenu une licence en philosophie et a écrit son mémoire sur le philosophe Hans Jonas, qui se penche notamment sur des questions écologiques. Nous avons aussi Madame Marianne Henkel, qui est historienne, éditrice et essayiste, spécialisée dans le domaine de l'anarchisme. Madame Henkel gère le Centre international de recherche sur l'anarchisme à Lausanne, le CIRA, depuis de nombreuses années.
Et enfin, nous avons Monsieur Marc Odetta, qui est chercheur en sciences politiques et sciences sociales et politiques à l'Université de Lausanne et qui est aussi, à titre citoyen, impliqué dans des organisations de la société civile. Alors, bienvenue à tous, à toutes, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je voulais juste dire encore une indication pratique pour la soirée. Vous pouvez écrire des commentaires sous la vidéo sur YouTube et on essaiera de relayer vos questions dans la deuxième partie de soirée. Alors d'abord, j'aimerais commencer par vous demander à chacun et à chacune comment vous percevez cette thématique de façon très générale, donc généralement le lien et les interactions entre l'utopie et la politique. Alors on peut peut-être commencer par vous, Adèle Torrent. Avec plaisir, merci pour l'invitation et puis bonsoir à toutes et à tous. Moi c'est un thème qui m'a tout de suite parlé, politique et utopie, parce que, à titre personnel, l'utopie est très importante dans mon engagement politique, vraiment au quotidien, parce que cette utopie, elle est présente en fait pour nous montrer la direction qu'on doit suivre. Elle est présente pour nous donner de l'énergie quand c'est difficile. Elle est présente aussi pour nous donner la patience et puis la persévérance, parce que la politique, c'est évidemment un univers qui est très lourd, lent et contraignant, souvent violent. Et donc cette utopie, c'est comme un horizon que, en tout cas, je me donne et auquel je me réfère en permanence dans mon engagement, qui nourrit mon engagement quotidien. Merci beaucoup. Marianne Henkel. Oui, dans la littérature anarchiste et dans les pratiques anarchistes, l'utopie est un élément extrêmement présent, très discuté, bien sûr. Ça fait longtemps que j'ai participé à différents débats comme ça. Et en fait, quand votre invitation est venue, j'étais en train de travailler sur un numéro d'une revue dont je fais partie, qui s'appelle Réfraction, et dont le prochain numéro portera sur différentes formes d'utopie, donc ça ne pouvait pas mieux tomber. Merci beaucoup. Je passe la parole à Marc Odetta. Merci Amélie pour votre invitation. Je suis très heureux d'être aux côtés de femmes remarquables pour leurs valeurs et leur action. Et moi, ce qui m'a touché tout de suite dans ce thème, c'est le contraste avec ce que voulait dire l'utopie quand j'étais jeune, dans les 2 dernières années de la guerre froide, et aujourd'hui, et le besoin d'utopie qui se fait sentir aujourd'hui, et j'espère beaucoup pouvoir parler de ça avec vous. Ça concerne beaucoup les questions des manifestations actuelles, y compris de l'évacuation de la zone à défendre du Mormont avant-hier, donc des jeunes porteurs d'utopie. Oui, merci. Donc ça rebondit aussi sur le lien qu'on avait fait nous-mêmes justement entre la mobilisation de la société civile et puis la volonté d'imaginer un autre monde. Donc moi, la première question qui m'est venue quand j'ai commencé à m'interroger sur le thème, c'est: est-ce que les utopies sont vraiment un outil de transformation? Parce qu'on pourrait aussi penser qu'elles peuvent être plutôt un refuge dans l'imaginaire quand on a peur de l'avenir. On se construit un monde meilleur et puis on préfère s'imaginer là-dedans que de se confronter à la réalité des fois brutale. Et donc est-ce que les utopies peuvent vraiment être un outil de transformation? Et si elles le sont, quel est leur rôle dans la mise en mouvement effective d'une société, qu'il y ait vraiment quelque chose qui finisse par changer? Comment par quel processus ça peut passer? Peut-être Marianne Henkel? Oui, je crois que, en fait, on est à peu près tous d'accord ici, autour de cette table, que les utopies ne sont pas un refuge stérile. Sinon, ça vaudrait pas la peine d'en parler comme cela. Il y a une notion qui est pas mal développée, surtout dans les milieux anglo-saxons, qui est celle de préfiguration, où on dit beaucoup
que, par exemple, le mouvement Occupy Wall Street, les mouvements de place, sont des préfigurations de l'utopie que nous souhaitons. Parce que les gens s'auto-organisent, qui non seulement ils organisent des cantines, des rapports, mais ils font aussi une bibliothèque, un centre de documentation. Donc il y a ce moment où on est dans une situation particulière et où tout à coup les énergies se développent, les discussions avancent, la réflexion progresse. Et là, donc, c'est vraiment la notion de vivre une utopie n'est pas forcément présente, mais elle peut se développer, elle peut faire avancer les choses. Alors, que la notion d'utopie soit un outil, je trouve que c'est peut-être un peu réducteur. Je pense que c'est une suggestion, un modèle à critiquer en permanence, à modifier en permanence, parce que notre imaginaire, il est très limité par tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a intégré, l'autorité dans la tête, la soumission, le respect des lois, etc. Et donc, voilà, si on a l'esprit critique en éveil, l'imaginaire peut devenir très subversif. Proposer voilà, étendre les limites, aller au-delà des limites de notre imaginaire dans le quotidien. Et j'aime bien penser l'utopie comme une fenêtre ouverte. Vous avez dit un horizon, c'est aussi ça, mais une fenêtre ouverte sur cet horizon, toujours ouverte au vent, et au climat, et aux échos de ce qui se passe. Merci beaucoup. Donc ce serait comme une sorte de laboratoire d'idées où le monde peut se repenser, se recréer. Ce qui est aussi intéressant, c'est que on pourrait dire dans ce que vous avez dit que c'est presque identifié comme une utopie après coup, que sur le moment, c'est pas conceptualisé comme une utopie, c'est en fait une pensée vivante qui se construit. Quand il s'agit d'expérimentation, je pense que oui, la théorie, depuis Thomas More, l'utopie, ça a une définition qui est quelquefois galvaudée, qui est quelquefois détournée, malheureusement, généralement par des adversaires, ou des gens qui disent que ça ne va jamais marcher, que ça sera forcément autoritaire et méchant. Mais effectivement, par exemple, il y a eu beaucoup dans l'histoire de communautés anarchistes, de colonies ou de groupes, de collectifs qui se sont montés pour essayer de vivre une vie différente, comme ça continue toujours aujourd'hui. Et on peut dire ils ont tous échoué, mais on peut aussi dire c'est normal qu'ils aient échoué, parce que s'ils avaient réussi, ou bien ils étaient intégrés à la vie normale, ou bien ils étaient tellement subversifs qu'alors tout éclatait, toutes les structures disparaissaient, et c'était la grande gloire de l'anarchie. On n'y est pas encore, mais je pense que donc, c'est après coup qu'on peut se dire c'est un échec ou c'est un pas vers quelque chose, une ouverture de l'esprit, voilà, un peu éclater les cadres qui nous tiennent la tête dans la vie quotidienne. Merci beaucoup. Marc Odetta, est-ce que vous voulez réagir à cette question ? Oui, volontiers. Une utopie, moi j'aimerais discuter sur la forme que ça peut prendre. Alors forcément, c'est quelque chose qui doit être porté par des gens, qui doit être vivant, mais ça peut prendre une forme aussi. Et souvent, on va penser à un récit. Marianne a cité le récit premier de la modernité qui est un peu cette utopie de Thomas More. On pourrait aussi parler de l'utopie de Francis Bacon de la Nouvelle Atlantide, hein, qui est cette utopie d'une société qui serait fondée sur les sciences et les techniques. Et c'est vraiment, il l'a vraiment écrit comme un résumé de tout ce qu'il voulait amener, et il s'est dit il faut le mettre dans une histoire qui fasse envie. Donc une utopie, c'est fait à mon avis pour mettre en mouvement les gens. Et donc, comme vous l'avez dit il y a un instant, il y a une relation étroite entre une histoire, entre quelque chose qui fait envie et le politique. Et si le politique n'est plus fait d'utopie, alors où est-ce qu'il y a de l'espoir ? C'est une sorte de mise en récit du réel.
Il faut que ça mêle le réel. On oppose souvent le mythe à la réalité. On oppose, et ce que je vous disais au début, durant la guerre froide, le mot utopique, ça voulait dire, si on disait quelque chose est utopique, ça voulait dire c'est du n'importe quoi. Et aujourd'hui, je suis frappé du contraste. On a vraiment besoin d'utopie. Une chose que je voulais aussi amener devant vous, c'est les jeunes qui peut-être nous écoutent, qui ont à peine 20 ans, ils ont été confrontés à quoi comme avenir les 10 dernières années? À la certitude qu'il y aura un grave problème avec les changements climatiques parce que les États les pouvoirs sont incapables de s'entendre sur des mesures que je dirais déjà minimales. Et puis ensuite, on leur a présenté l'avenir de la société technique avec l'intelligence artificielle où l'humain deviendrait obsolète. Ça a été extrêmement pessimiste comme promesse d'avenir technique. Donc, aujourd'hui, je comprendrais qu'on a un besoin extrêmement fort de trouver des nouveaux repères, d'ouvrir la pensée. Et les imaginaires sont super importants pour ça. Voilà, maintenant, encore une fois, on peut discuter de ce qu'est une utopie qui met en mouvement les gens, c'est-à-dire quelque chose de crédible et désirable. Et ça, c'est pas facile. Il est plus facile de faire une dystopie. Hein, les arts dramatiques, je pense qu'on pourrait en convenir. Moi, je suis un lecteur de science-fiction, beaucoup plus qu'un spectateur de cinéma. C'est vraiment l'aspect littéraire et la liberté qu'il y a dans la littérature qui m'intéresse. Et là, il y a des choses qui sont extrêmement bien réussies en termes de dystopie. Une utopie en littérature, c'est beaucoup plus rare. Une utopie réussie, crédible, c'est déjà plus rare. On espère que ce n'est pas une préfiguration de la réalité non plus. Adèle Torrance, si vous voulez réagir. Oui, volontiers. Je pense que les utopies, elles ouvrent des possibles. C'est ça qui est important. C'est qu'elles nous disent le monde peut changer et il peut aller vers un mieux. Donc les utopies, elles nous apprennent, et je vais reprendre une expression qui vient d'un économiste qui ne te plaît peut-être pas beaucoup, c'est Bouzou, Nicolas Bouzou, qui est un économiste assez libéral français, mais il utilise une expression que j'aime beaucoup, c'est qu'on doit essayer d'aimer demain. Et je pense qu'on arrive à aimer demain par des utopies qui nous disent un autre monde est possible. C'est tout simplement ça, un autre monde est possible et on peut y contribuer. Et dans ce sens-là, pour moi, les utopies, elles sont, comme vous l'avez dit, c'est un moteur de mobilisation, mais ce n'est pas un instrument. Ensuite, on a plusieurs instruments qui peuvent porter ces utopies et qu'on peut utiliser pour les faire advenir. Moi, j'ai choisi la politique, c'est un instrument. La désobéissance civile, c'est aussi un instrument. L'engagement associatif, c'est un instrument. La consommation responsable, c'est un instrument. L'entrepreneuriat solidaire et social, c'est durable, c'est un instrument. Donc voilà, il y a plusieurs instruments, mais pour moi, l'utopie, elle n'est pas comme tel un instrument. Elle peut advenir ou avoir son impact à travers plusieurs instruments. Et puis, ce que tu as dit, c'est aussi très important, je trouve, le lien entre utopie et politique. L'utopie, c'est « yes, we can ». L'utopie, c'est dire demain peut être meilleur qu'aujourd'hui, et justement, on essaye de construire quelque chose pour demain. Le contraire de l'utopie, c'est « make America great again ». C'était mieux, en fait, c'était mieux avant, et finalement, on doit retourner en arrière, et c'est une vision qui dit plus on va en avant, moins bien c'est. Le seul positif, c'est hier, c'est pas demain. Et pour moi, c'est ça qui est important dans l'utopie, c'est aimer demain. Donc, c'est apprendre à espérer. L'utopie, elle donne de l'espoir, elle donne de l'énergie, elle donne de l'envie. Ça doit être, comme tu disais, ça doit être un récit qui nous emmène, qui nous fait plaisir, qui nous fait envie. Et elle est créatrice justement de lendemains positifs. Et ce qui me fait très peur aujourd'hui, c'est que justement le récit politique utopiste, il s'est retrouvé en panne assez longtemps, je trouve, avec des messages très négatifs sur demain. Et le message politique était peu porteur d'espoir, je pense.
Et je le dis en tant que politicienne, en assumant aussi cette difficulté en tant que politicienne en fonction depuis assez longtemps. Ce que je trouve magnifique, c'est que maintenant, avec le renouveau de l'action citoyenne des jeunes, eux, ils ont développé un nouveau récit qui est justement positif, audible, et ils défendent leur avenir avec ce nouveau récit utopique. Et c'est un bien, ça nous fait énormément de bien, et ça nous aide, nous qui avons choisi l'instrument politique, qui encore une fois est un instrument lourd, contraignant, violent, difficile. Cet instrument-là, il nous devient plus léger et plus praticable grâce au message d'utopie que les jeunes nous ont lancé et qui est, je dirais, un contrepoison à ce message conservateur, populiste souvent, qui est de dire rien ne changera jamais, on doit continuer à faire comme avant. Et voilà, c'est pour ça que je trouve qu'il y a aujourd'hui un renouveau de l'utopie qui est extrêmement positif, et en tout cas moi qui m'aide beaucoup dans mon engagement politique. Oui, Marianne Henkel voulait réagir. Oui, j'aime bien votre témoignage. Je voudrais quand même nuancer l'idée d'aimer demain. Parce que Marc a parlé aussi tout à l'heure de la technologie, l'homme augmenté, qui devient inutile, etc. Donc, c'est pas n'importe quel demain. Et c'est pas n'importe quelle direction vers le progrès technique, les start-up, etc. Je crois que les jeunes, ils aiment aujourd'hui surtout. C'est pour ça qu'ils font des ZAD, c'est pour ça qu'ils font des squats, c'est pour ça qu'ils font des concerts sauvages, et tout ça. C'est vraiment aujourd'hui qu'ils comptent avec, effectivement, la vie devant eux, avec leur espoir de durer plus longtemps. Il y a une auteure de science-fiction américaine, Ursula Le Guin, qui raconte que une population indienne, je ne sais plus comment elle s'appelle, ils disent le passé, il est devant nous parce qu'on le connaît, on l'a vu. L'avenir, il faut tourner pour le regarder, pour le trouver. Et voilà, ça ne veut pas dire c'était mieux avant, ça ne veut pas dire on reste dans le connu, mais il faut faire un effort pour savoir où est l'avenir, lequel choisir. Je pense que ça, c'est vraiment important. Mais je pense qu'on pourrait aussi discuter de la différence entre l'espoir et l'utopie. L'espoir, j'ai l'impression que c'est ce qui porte beaucoup de gens à essayer d'améliorer les conditions pour que leurs enfants vivent pas des choses aussi dures que ce qu'eux ont vécu. Et on est tous animés d'espoir. L'initiative pour les multinationales responsables, qui était une grande victoire morale en tous les cas, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont dû se réveiller le lundi matin en se disant « Ah, je pensais que c'était complètement utopique, mais peut-être que finalement, s'il y a une majorité de la population qui, demain, je voterai oui ». Est-ce que c'était une utopie ou est-ce que c'était un espoir? C'était en tout cas une lutte, avec l'espoir que le respect des droits de l'homme et des droits de l'environnement soit... Enfin, c'est pas une utopie, c'est quelque chose qui a l'air évident pour beaucoup de gens. Donc, on pourrait discuter quelle est la différence entre l'espoir et l'utopie, et je pense que l'utopie, c'est quelque chose de plus. Quelque chose qui porte vers un vrai demain, plutôt que l'espoir qui serait un peu sans volonté de concrétisation, quelque part. L'espoir, on en a besoin tous les jours. Et sur le long terme aussi, mais l'utopie, je pense que c'est quelque chose qui est plus rare, qui est plus rare et qui met en mouvement davantage de personnes avec la conscience qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qui est maintenant. Et donner cette conscience que quelque chose de mieux est possible, c'est pas facile. Parce que tous les pouvoirs en place essayent de vous dire que ça peut pas être autrement, que c'est comme ça. Il y a 2 siècles, on disait aux gens que voilà, l'ordre social, il était inscrit dans la nature. Donc vous ne pouviez pas contester l'ordre social. Pareil pour les différences entre les hommes et les femmes. Donc on voit bien que bouger les pouvoirs, ça demande... et l'utopie est indispensable pour ça, pour aller au-delà de l'espoir, disons. Enfin, c'est une discussion, c'est pas quelque chose d'affirmé. Oui.
Ce que vous dites, ça me mène à la deuxième question à laquelle j'avais déjà pensé, mais le lien, je pense, est là. Quand vous dites aimer demain, l'espoir, l'imaginaire, l'utopie, moi, ça me pose la question de me dire, en fait, c'est chaque fois mon espoir, mon demain, mon imaginaire. Et puis tout ça, ça se passe en fait dans un espace démocratique où quand on défend la société comme elle est, on représente aussi en fait peut-être la majorité de la population. Donc comment est-ce qu'on peut penser amener une transformation sociale, comment est-ce qu'il faut faire pour convaincre la majorité sans passer par la radicalité, par même peut-être la violence, pour faire bouger les choses, amener des idées nouvelles et qu'elles deviennent réelles et que les gens soient convaincus, quoi. Je ne sais pas si, du coup, peut-être vous voulez réagir directement. Ou Madame Torrance. Merci. C'est clair que, c'est des questions auxquelles je suis confrontée tous les jours. Comment créer des majorités? Bon, d'abord, j'ai fait des études d'histoire et je dis toujours, c'est la meilleure façon de voir que le monde change tout le temps. En fait, l'anomalie, c'est quand ça ne change pas. C'est quasiment inexistant. Donc, le monde change tout le temps. Même en politique, même si c'est long, le monde change tout le temps. Et puis la politique, elle est le reflet des changements dans la société, avec un certain retard, une certaine inertie, mais la sensibilité qui émerge dans la société, elle finit quand même par se refléter, en tout cas en partie, dans le monde politique, en tout cas dans les démocraties avancées. C'est évidemment malheureusement pas le cas partout, mais dans une démocratie pour la nôtre, on a quand même une certaine correspondance. Après, vous posez la question de la radicalité, que je pense qu'il faut bien différencier de la violence. Moi, je pourrais en aucun cas et jamais cautionner la violence. Par contre, la radicalité, oui. Et je pense que certaines pensées sont radicales ou sont considérées comme radicales à un certain moment et puis acquièrent une respectabilité avec les années. Moi, j'ai vécu ça pendant toutes ces années de politique. On a souvent déposé des interventions qu'on appelle nous-mêmes des interventions suicides, c'est-à-dire qu'on sait qu'on n'a aucun espoir d'avoir une majorité, mais on fait, pour utiliser un anglicisme, de l'agenda setting, c'est-à-dire quelqu'un doit dire ça, quelqu'un doit proposer ça, même si c'est pas majoritaire, et puis si quelqu'un doit le faire, alors c'est nous, on le fait. Et on dépose des propositions, et on fait ça très régulièrement avec mes collègues. Et ensuite, il y a un processus qui se met en marche. C'est-à-dire que cette chose-là, elle devient dissible, elle est dite, quelqu'un l'a dit. Et donc, ça devient un sujet politique, ça devient un objet de discussion. Si tout se passe bien, on en parle aussi à l'extérieur du Parlement, les gens s'en emparent, ça devient un sujet de discussion. Et je pense que, en tout cas pour plusieurs dossiers sur lesquels j'ai travaillé, j'ai pu voir ce processus, on pourrait appeler, pour utiliser encore une fois un anglicisme, de mainstreaming, c'est-à-dire des idées qui paraissent extrêmement radicales au début, et puis après, elles font leur chemin. Et souvent, ce qui est assez amusant qu'on constate chez les Verts, c'est que souvent, il y a ce qu'on appelle la naturalisation des idées. C'est un joli terme de Luc Recordon, qui disait il y a une histoire des idées. Au début, quand elles sont radicales, c'est les Verts qui osent les déposer, parce qu'on se dit, voilà, c'est notre rôle, nous on fait ça. Et puis après, souvent, elles sont refusées. Il y a un moment où elles disparaissent un petit peu, mais en fait, elles travaillent quand même au sein de la société. Elles évoluent, d'autres personnes s'en emparent, dont la société civile. Et puis tout d'un coup, quelqu'un d'autre, souvent pas un Vert, redépose la même idée. Parfois, c'est 10 ans, parfois, c'est 20 ans après. Et cette idée qui était très radicale au départ, elle est devenue beaucoup plus acceptable et politiquement correcte. Et souvent, elle passe. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une histoire des idées radicales, en tout cas pas toutes, mais certaines idées très radicales au départ deviennent absolument
je cherche le mot en français, ça me vient dans les autres, mehrheitfähig, cette fois c'est de l'allemand, c'est-à-dire susceptible de réunir une majorité, vous voyez comme l'allemand est efficace. et donc, ces idées perdent complètement de leur radicalité avec le temps. Et ça, je pense, c'est un processus intéressant et qui est peut-être emblématique de l'utopie. C'est-à-dire qu'une idée peut être utopique ou dite utopique, perçue comme utopique à un certain moment, mais peut-être que 5 ans, 10 ans ou 20 ans plus tard, elle n'est plus du tout. Beaucoup d'idées qu'on a défendues il y a très très longtemps sont aujourd'hui acceptées et finalement les autres se sont appropriés ces idées, c'est devenu l'idée de tout le monde. Et ça c'est la naturalisation des idées, je trouve que c'est un joli mot de Ludwig Records. Merci beaucoup. Je crois que Marianne Henkel peut oui, je crois qu'il n'y a pas que les idées qui sont radicales, il y a les actes, il y a le travail concret qui se fait. Et je pense que vous donnez des exemples. Bon, les anarchistes ne sont pas très intéressés par l'idée de constituer des majorités. Hein, ça, c'est clair. Ils sont quelquefois un peu déçus, même si leurs idées passent, ils se disent « Ah, mais elles n'étaient pas assez radicales. » Mais par exemple, regardez la mixité scolaire. Les anarchistes, à la fin du 19e siècle, ouvraient des écoles mixtes où les enfants même allaient se baigner tout nus, garçons et filles. Bon, moi, j'ai été j'étais dans les dernières classes du secondaire où on était à l'école. Les filles étaient à l'école Susu et les garçons au collège. Donc, ça a passé, ça a l'air tout naturel maintenant, mais on oublie que c'est non seulement le résultat d'idées, de discussions parlementaires, etc., mais c'est aussi des luttes. La question de l'avortement, je pense que si le mouvement des femmes n'avait pas poussé des groupes, trouvé des médecins bienveillants, organisé des venues en Suisse de femmes étrangères, développé aussi, réfléchi sur les méthodes de l'avortement, la légalisation de l'avortement aurait pris encore 107 ans. Etc. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça de vie quotidienne qui sont les premiers qui me viennent à l'esprit. On n'a pas encore vaincu le béton, malheureusement, malgré le soutien des jeunes zadistes. Mais voilà, je crois que c'est en faisant, c'est en agissant qu'on change les rapports entre les personnes, qu'on arrive à discuter à plusieurs. Alors, bien sûr, l'action parlementaire, c'est aussi une action, c'est aussi un travail. Mais ce que je voulais dire, c'est pas seulement des idées. Quant à la question, bon, peut-être la question de la violence, on l'abordera un peu après. C'est un autre gros morceau. Je vais rebondir, mais là où j'ai envie. Amélie t'a posé une question. Dans les questions que tu nous as envoyées, il y en a une qui dit est-ce que c'est pas se réfugier dans l'imaginaire de façon stérile? J'enlèverais juste de façon stérile. Moi, j'ai vraiment pas honte de dire que quand ça va mal, je trouve un refuge dans les imaginaires. Là, j'ai dit la littérature, il y a la musique aussi, mais c'est parce que ça fait du bien à l'esprit. Alors, je reviens sur un des thèmes que j'ai dit avant. Ça me passe par la tête maintenant. On a retiré de l'école vaudoise là 1 heure de sciences de l'Antiquité. Bon, ça a l'air de rien, comme ça, c'est un petit détail. Mais l'Antiquité, qui inspire la modernité depuis des centaines d'années, aujourd'hui encore, l'étrangeté de ces sociétés grecques et romaines, qui pourtant devraient nous être familières, c'est une ouverture aux imaginaires. Bon, mais on voit bien que ça compte pas beaucoup je trouve, dans les programmes. Et n'est pas du tout valorisé dans l'éducation les aspects qui touchent la fiction, les imaginaires. C'est un sociologue français, c'est un prof de littérature qui s'appelle Yves Citon. Il est genevois, il travaille à l'université de Grenoble. Il a écrit des bouquins super comme Mythocratie en 2010. Et dans ce livre, il dit voilà, on favorise l'argumentatif, le factuel, et on dévalorise le reste. Alors, justement, une utopie, elle doit réconcilier ces choses.
Et Citon, il dit, on voit bien que les jeunes, ils font des choix qui vont à l'encontre de ce qu'on leur prescrit. Parce qu'ils continuent à choisir les lettres, ils vont massivement, ils se dirigent massivement vers les arts de la scène, les arts dramatiques, les arts de la scénarisation. Donc, c'est justement là qu'on peut exprimer des utopies et mettre en mouvement des gens. Donc voilà, je voulais dire qu'il y a vraiment aujourd'hui une demande, et il faut répondre à cette demande de revaloriser l'utopie en tant que telle, mais les imaginaires aussi, pour ouvrir les possibilités. Là, on a l'impression que l'avenir est un mur infranchissable. Et on nous parle d'effondrement, alors je pense qu'il y a de bonnes raisons à parler de ça. Voilà, je m'arrête là, mais pour sortir de cette prison de l'avenir, il faut cultiver ça. J'aimerais abonder dans ton sens, parce que moi j'ai fait de la philo. Le truc, vraiment, on se dit après, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie? Et honnêtement, j'ai fait philo, histoire et sciences politiques. Et en réalité, la philosophie, c'est probablement ce qui m'est le plus utile dans ma vie, au quotidien, et pas seulement en politique. Dans tous les mandats professionnels que j'ai eus, c'est la philosophie qui m'a été le plus utile. Et l'histoire aussi, énormément, parce que ça donne une distance critique aussi sur ce qui nous arrive aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment très très utile. Et puis j'aimerais vous dire que je suis absolument d'accord avec vous, la politique, elle n'est jamais seule. Et on ne fait rien en politique, seulement avec la politique. Peut-être que le système, je peux être assez critique avec le système politique suisse de milice, mais peut-être que ce système est intéressant de ce point de vue, parce que le fait que nous, politiciens, ayons plusieurs vies, pas seulement une vie politique, mais aussi une vie professionnelle, ça nous met en contact avec plein de mondes différents. Et ça nous aide probablement à entendre ces mondes et à collaborer avec ces autres mondes. Mais j'ai jamais non plus, dans mon expérience de politicienne, si j'observe les dossiers qu'on a pu faire avancer, qui ont justement subi, ou vécu plutôt, parce que subi c'est négatif, vécu ce processus de mainstreaming, il y a toujours eu des interventions extérieures, toujours avec d'autres acteurs qui peuvent être justement souvent associatifs, citoyens, mais aussi parfois économiques, scientifiques, beaucoup aussi. Donc il y a vraiment une interaction entre tous ces mondes et tous ces modes d'action, et c'est probablement ce qui est le plus efficace pour faire avancer une idée, un projet. Au niveau des actions, c'est d'avoir tous ces acteurs différents avec leur autre instrument, leur autre perspective, qui agissent en même temps sur un même projet. Et c'est là où ce projet a les meilleures chances de pouvoir être réalisé. Sortir de l'utopie, le projet sort de l'utopie pour devenir réalité. Quand il résonne avec la société, les questions qui se posent. Mais par rapport à l'histoire, j'aurais juste voulu poser encore une question. C'est vrai que l'histoire, ça nous sert à penser l'avenir, mais des fois j'ai l'impression aussi qu'on oublie en fait comment est advenu le monde d'aujourd'hui. Alors je pensais à un petit exemple. Une fois je suis allée avec mes enfants cueillir des fraises. Il y a des agriculteurs qui mettent à disposition les champs, on peut aller chercher les fraises. Et puis on a fait tout ça l'après-midi, après on a fait des confitures, etc. Puis pendant que je faisais ça, je me disais ah c'est super, puis en même temps je me disais mais si ta grand-mère te voyait, elle te dirait mais pourquoi tu fais ça alors que tu peux aller traverser la rue, aller à la Migros ou à la Coop ou dans un supermarché si on peut dire, et acheter ton pot de confiture tranquille et faire autre chose de ta vie que ce à quoi on t'a assigné depuis des siècles. Et puis du coup des fois j'ai l'impression qu'en fait on voit le monde d'aujourd'hui aussi sans le regarder à travers les rêves du passé ou qui se sont transformés en des choses qui font plus tellement rêver aujourd'hui. Peut-être les supermarchés ça fait pas super rêver, mais derrière il y avait quand même aussi des enjeux justement de libération du temps pour là en l'occurrence souvent quand même pour les femmes, et puis des fois en remettant violemment en question tout ce qu'il y a du monde aujourd'hui sans relier avec ce qui représente des rêves du passé, peut-être qu'on perd aussi quelque chose. Je ne sais pas si ça vous inspire une réponse. Moi, je dirais qu'il y a quand même une différence, parce que
quand nous, je ne sais pas si Marc entre dans le coup, mais quand on fait des confitures, c'est dans des temps de loisirs, c'est dans des temps de superflu, voilà, c'est pas forcément disant ah, ma grand-mère serait fière de moi. Autre chose, c'est quand même les personnes qui te remettent à l'agriculture sans forcément de formation, mais qui finissent l'université et puis qui vont cultiver des champs, mais de manière professionnelle, en disant là, c'est pas forcément un retour à l'agriculture ancestrale, même si on trouve des graines et des semis intéressants, mais c'est une critique de l'agriculture actuelle. Donc, voilà, je pense qu'il y a eu ce moment, effectivement, toutes les Trente Glorieuses où les confitures d'Abigo et les tables Formica commençaient à libérer les femmes, entre autres. Et oui, où les hommes pouvaient s'acheter une voiture pour aller en vacances, etc. Donc, ça, c'était l'idée de progrès. C'est une idée qui s'est complètement cassée la figure. Or, maintenant, il y a quand même toujours une tendance de dire mais le progrès, c'est la technique, c'est l'informatique, c'est les injonctions informatiques, etc. à nos vies, qu'on pourra plus payer si on n'a pas un QR code pour aller à la poste. Donc, je pense qu'il y a ces deux directions. Il faudrait peut-être dire aux deux là, faites attention. Est-ce qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout d'une chose pour voir qu'elle ne marche pas? Ou est-ce que toute expérience peut être intéressante, mais en tout cas, garder les esprits critiques en permanence et refuser qu'on nous impose des principes et des pseudo-techniques et des pseudo-solutions qui n'aident pas ni nous, ni les générations suivantes. Alors Amélie, tu tombes mal avec ta question, ou alors on n'a pas du tout la même grand-maman, parce que... alors il y a peut-être d'une ou deux générations précédentes. Je suis un grand faiseur de confiture, c'est pas une blague, j'aime bien faire ça. Et je pourrais vous raconter et vous faire une critique de la société de consommation, mais je ne vais pas me lancer là-dedans. Par contre, je peux vous dire que arriver à faire quelque chose soi-même, au lieu de simplement avoir l'argent pour aller l'acheter, tout ça, ça fait beaucoup de bien. Et moi je fais que du travail intellectuel, donc faire quelque chose une fois simplement de mes mains, ça procure une satisfaction, et je trouve qu'il y a la frustration est plutôt du côté je peux me procurer n'importe quoi, j'ai des sous, tac, il n'y a pas de satisfaction de ce côté-là quelque part, j'ai rien fait pour les gagner ces choses que je peux acheter. Donc moi, tout d'un coup, j'ai ressenti ce problème. Je me dis, ah oui, ma critique de la société de consommation, c'est un aspect personnel, où elle peut aussi passer par ça. Alors moi, je voulais dire, rebondir sur quelque chose que Marianne vient d'évoquer. Oui, c'est moi le premier qui a parlé du progrès, etc. Mais le mythe du progrès qui a animé nos sociétés, et pas seulement du progrès technique, du progrès social, mais c'est vrai que le discours technique et scientifique là-dedans a une grande importance, mais il est très fatigué aujourd'hui, ce discours très très fatigué. On ne voit pas, l'utopie n'a plus du tout l'air d'être de ce côté-là, parce que ce progrès qui promettait une croissance continue, des choses toujours meilleures à l'infini et si possible de façon exponentielle, mais qui c'est qui peut croire encore à ça aujourd'hui? On voit bien que le système arrive à des limites et que c'est une menace d'effondrement. Alors ce terme, je n'aime pas trop parce qu'il fait un peu la trouille, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura probablement des crises, des combinaisons de crises qui fait qu'on ne pourra pas vivre dans cette illusion que ça ira toujours mieux grâce au progrès technique. D'ailleurs, le progrès en général dans l'histoire, il vient toujours de tous les côtés à la fois et pas seulement de la technique, je dirais. Mais voilà, donc aujourd'hui, encore une fois, je reviens à ce besoin d'utopie, parce que les utopies premières ou les promesses de la société telle qu'elle existe aujourd'hui sont extrêmement fatiguées, sont au bout du rouleau.
C'est mon sentiment. Quand je pense à comment on nous a amené les nanotechnologies, la compétition qu'il y a à faire des promesses dans le progrès technique qui sont de plus en plus vides et factices, on voit bien que l'utopie elle est de l'autre côté. Elle est du côté des gens qui portent un futur qui est beaucoup plus crédible, mais qui va demander alors énormément de changement. Mais comme tu l'as très très bien dit, il n'y a aucune société qui ne change pas. C'est propre de l'humain, des sociétés humaines, toutes les sociétés humaines changent. J'aimerais bien aborder encore un autre thème. On l'a évoqué quelques fois en passant dans les autres questions. C'est la thématique de la jeunesse par rapport aux utopies. Parce que la jeunesse porte les utopies d'une manière particulière. Et puis, spécialement par rapport au thème du climat, on l'a vu, les manifestations, les jeunes pour le climat, les jeunes gymnasiens qui vont pas au gymnase pour aller manifester, etc. Et puis forcément Greta, enfin tout ça. Ça m'a posé la question de me dire, mais en fait, pourquoi les jeunes ont un rôle si particulier par rapport au fait de porter une utopie? Alors par rapport au climat, bien sûr, même par rapport à l'utopie en général, évidemment on se dit les jeunes ils ont un rapport particulier à l'avenir parce que leur avenir est plus long que les moins jeunes, évidemment, mais par rapport au climat, je me suis demandé aussi si le fait qu'ils soient tellement mis en avant et portés par les médias qui viennent tout le temps les remettre sur le devant de la scène, et les adultes en général, j'ai l'impression qu'il y a aussi comme une espèce de fuite où les adultes savent plus trop tellement qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la situation d'aujourd'hui, et puis finalement ils sont pas si fâchés de se reposer sur les enfants pour retrouver des solutions. Je peux peut-être commencer. Ce qu'il y a de frappant dans cette transition générationnelle, c'est qu'en fait il y a une inversion des rôles, hein. C'est que c'est les jeunes qui disent maintenant il va falloir être un petit peu responsable, hein, mes chers, qui disent ça à la génération de leurs parents. Et je trouve que c'est peut-être une des particularités de cette transition générationnelle, c'est que c'est les enfants qui ont un discours d'adulte et qui disent justement votre utopie technocratique, elle a pas fonctionné. C'est une utopie justement qui est... Il y a des utopies qui deviennent réalité et qui réjouissent tout le monde. Là, c'est une utopie qui n'a pas tenu ses promesses, hein, si on veut, parce qu'on en attendait beaucoup. Et elle n'a pas tenu ses promesses. Elle s'est transformée en dystopie finalement. Et là, on a une génération de jeunes qui est obligée de porter un message d'adulte, mais qui le fait avec une grande efficacité. Je pense que là, on a typiquement un mouvement qui a un impact immédiat. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme politicienne d'une manière incroyablement forte. Je racontais ça à Marc tout à l'heure quand on est arrivé. Quand on a commencé à traiter la loi sur le CO2, on est arrivé au Palais fédéral, comme d'habitude, c'était la session. Il n'y avait personne dans les rues, c'était mort. Et puis nous, on vivait le début du traitement de cette loi comme un drame absolu, parce qu'on voyait qu'on allait arriver à rien, que la situation était terrible et qu'on allait arriver à rien. Et on était vraiment extrêmement mal. Et personne d'autre partageait cette inquiétude et cette souffrance. Et puis, alors vous connaissez les processus législatifs, c'est très long, la loi se promène entre les deux chambres. Et la deuxième fois, quand c'est revenu au Conseil national, la place, elle était noire de monde. Et on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, un truc incroyable, hein. C'était vraiment, pour nous, c'était inespéré. Et enfin, quelqu'un disait, ça suffit, maintenant, faites quelque chose. Et c'était vraiment, c'était pour nous un moment extrêmement fort. Et je pense que ces mouvements, ils montrent que, justement, la demande d'utopie, ce mouvement, il demande une utopie au sens où il dit, on aimerait un demain qui nous fait envie. Donnez-nous un demain, et donnez-nous un demain qui est autre chose que l'effondrement. Et je pense que c'est peut-être, on peut aussi l'interpréter comme ça, c'est à la fois un message de jeunes qui sont obligés de tenir un discours d'adulte, de responsabilité, mais c'est aussi un message qui demande
une utopie toute simple à laquelle chacun d'entre nous devrait avoir le droit. C'est l'idée de se dire simplement, quand je serai adulte, je serai dans un autre monde, je vais pouvoir agir sur ce monde, il va pouvoir changer, il sera différent, il sera meilleur. C'est ça qu'il nous demande. C'est une demande qui est tellement forte dans sa légitimité, finalement, je pense qu'on ne pouvait pas l'entendre. On ne pouvait pas ne pas l'entendre. Ouais, je crois que les jeunes, ils ont surtout la chance de pouvoir avancer, de pouvoir progresser dans leur réflexion, parce que les premières manifs d'écoliers sur le climat, il y avait beaucoup de petites fleurs roses et bleues et d'arc-en-ciel, comme ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et puis ensuite, il y a de plus en plus, il y avait des discours un peu caricaturaux peut-être, mais qui disaient le climat ne pourra pas changer tant qu'il y aura du patriarcat, le climat ne changera pas tant qu'il y aura le capitalisme, etc. Enfin, des choses un peu dites comme ça, sur des bouts de carton. On ne peut pas beaucoup développer, mais la plupart ont quand même continué à réfléchir, à développer des idées, à pratiquer aussi, à essayer de pratiquer une lutte directe comme avec les pans. Et puis finalement, ils ont cédé devant un gros producteur de CO2 et d'autres nuisances dans la zone et un peu partout autour. Donc, pour moi, c'est ça l'intérêt, que ça commence quand on est jeune. Qu'on ne doit pas attendre d'avoir les cheveux gris pour... après, voilà, ils nous disent des choses que nous, on a peut-être déjà réfléchi à tout ce qu'ils disent. Voilà, ils n'ont pas forcément des leçons à nous donner, mais si on peut développer des échanges, c'est tant mieux. Et pas forcément se plier à « Ah non, il faut fermer le robinet quand tu te brosses les dents !» Bon, moi je crois que la première chose, c'est que les jeunes, ils découvrent le monde qu'on leur a laissé. Donc ils se sentent quand même légitimes pour dire « Mais c'est ça, alors mais non, ça va pas, hein, il faut qu'on change des choses. » Bon, ensuite, blague à part, ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup plus d'énergie que nous. Moi, je me sens vraiment un vieux schnock. Je suis pris dans ma vie professionnelle, dans mes obligations. Je trouve que c'est plus difficile d'être à plusieurs endroits à la fois comme eux et elles le sont. Parce que, oui, elles le sont. Parce que les manifestations de ces dernières années, c'est très marqué qu'il y ait beaucoup de jeunes femmes qui sont au premier rang, qui sont vraiment derrière le mégaphone et tout. Et alors, ce que je voulais dire, parce que c'est ce qu'il y avait derrière ta question, Amélie, c'est que moi, quand je me suis intéressé au climat, donc au réchauffement du climat et à d'autres questions de ce genre, il y a plus de 25 ans, le protocole de Kyoto, il a 25 ans environ, on disait clairement, il n'y a pas de manif pour ça. Il y a 0 manif. Donc, il ne va rien se passer. Et voilà ce que nous dit Adèle maintenant, c'est tout à fait ça, c'est que ça change tout, ces manifestations. La grève du climat les vendredis, les manifestations qu'on a vues en 2019, qui peuvent prendre des tas d'autres formes désormais, hein, mais il faut continuer à manifester ou en tout cas essayer de faire bouger les choses. Ça change complètement la donne politique. Donc là, on voit bien que... et c'est bien la conscience que quelque chose d'autre est possible, qu'il faut inventer quelque chose d'autre. Et alors là, je saute à la question suivante, parce que je ne sais pas si tu seras d'accord, Marianne, mais il y a des utopies qui sont un peu naïves, que ce soit chez les anarchistes parfois, hein, pas toujours, ou bien chez les écolos. Il y a des utopies qui sont, comme je disais dans cet article qui t'a inspiré, qui sont comme des images d'Épinal. Donc un pâturage, des vaches, une ferme, ça c'est une image d'Épinal de la Suisse. Pour moi, ce n'est pas une utopie crédible, on ne peut pas y croire. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment se dire, oui, ça va être réel. Non, je pense qu'une utopie aujourd'hui qui vise à regarder après l'effondrement ou après la transition écologique, hein, parce que c'est un peu l'un ou l'autre. La transition écologique, elle est là un petit peu pour dire, on va essayer d'éviter l'effondrement. Bon, mais cette société, au-delà de ça, elle sera nécessairement... avec des contradictions qui résultent du monde actuel.
Il y a des choses qui vont résister, des industries qui vont résister, il y en a d'autres qui vont se plier ou trouver des moyens de continuer à exister, il y en a d'autres qui casseront, continuera à y avoir des pouvoirs, on ne peut pas consommer sans faire des dégâts à l'environnement, donc on est là, on ne peut pas faire comme si on n'était pas là, mais alors ce sera forcément un peu plus compliqué qu'une image d'Épinal, et je crois que maintenant il faut avancer là-dessus, pour rendre crédible et désirable la société vers laquelle on est contraint d'aller, sinon c'est le chaos. Sinon ce sera le chaos. Mais juste aussi, si on arrive, ou si les jeunes gens arrivent à sauver la situation, que le monde peut continuer à fonctionner, ça ne sera pas parfait, ça ne s'arrêtera pas. Il y a un penseur anarchiste allemand, Gustav Landauer, qui écrivait il y a un siècle environ une notion que l'utopie, c'est un moment entre deux utopies. C'est-à-dire que, voilà, il y a un moment où la situation pas forcément se sclérose, mais se stabilise, et puis peu à peu se dégrade. Donc il faut une autre utopie, une rupture, en douceur ou pas, qui permettra un moment voilà, où tout semble possible, où toutes les utopies semblent possibles, et puis après ça reviendra à la normalité, puis il faudra d'autres rêveurs et d'autres manifestants pour critiquer ça. Parce que si on rêve à un monde parfait, ça, c'est un monde fini, c'est un monde arrêté, c'est pas très gai. Merci, pardon. Partir du champ de la caméra. Ouais, moi j'aurais une question qui est peut-être un peu provocatrice, je sais pas, j'espère. Ça me fait penser à une phrase dans le cadre de la préparation de ce cycle de conférences, on a un petit peu potassé, puis je pense à une phrase de Marc Atala, donc, que vous connaissez tous, qui est directeur de la Maison d'Aïeux, et puis qui dit quelque chose comme « Derrière chaque utopie se cache une dystopie ». Et moi, j'aimerais bien que vous réagissiez à cela, parce que, voilà, quoi, c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, Marianne, que on passe de l'utopie à une autre utopie. Donc, je ne sais pas si c'est une dystopie, peut-être, justement, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour échapper à la dystopie, parce que, ouais, elle est toujours là, quelque part, un peu cachée, et puis qu'elle peut prendre le dessus justement sur l'utopie. Bon, j'essaye, parce que je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Marc Atala, en disant ça? Bon, je pense qu'il parlait. Attends, parce que oui, certainement que derrière une utopie peut se cacher des dystopies, mais c'est plutôt que on peut surtout renverser la chose et dire que dans les dystopies, donc je parle d'œuvres de fiction ou de projections sur l'avenir, des avenirs qui ne sont pas désirables, eh bien il y a une utopie là-dedans, en creux, en négatif. Donc, et c'est pour ça que ça va avec ce que je disais au début, c'est qu'il est plus facile de réussir une dystopie, de prendre les tendances problématiques et négatives d'aujourd'hui, de les projeter sur demain, et voilà, c'est un futur qui n'est pas désirable. Donc il y a ce désir de quelque chose d'autre là-dedans. Alors là, c'est plutôt une analyse à partir des récits. Et récemment, Atala, depuis la Maison d'Aïeux, il a invité Alain Damasio, un écrivain vraiment génial, qui vient de sortir Les Furtifs, dans lequel il a vraiment essayé de faire un effort pour lier son écriture à des utopies, à faire envie de s'inspirer de ses idées pour agir. Et donc, s'il y a une chose qui me ferait aussi plaisir de discuter, c'est un petit peu de cette littérature. Tu as cité Ursula Le Guin. Eh bien, Ursula Le Guin, c'est une auteure américaine de science-fiction. Son père et sa mère étaient anthropologues. Son père a libéré le dernier Indien emprisonné dans un État américain où il vivait à l'ouest, et il l'a engagé comme employé dans un musée
un des premiers musées aussi pour des peuples natifs. Donc Ursula Le Guin, elle a grandi avec une sorte de deuxième sens, elle avait la possibilité d'inventer des sociétés de façon très très crédible, et toute son œuvre est empreinte d'écologie et d'anarchisme aussi. Et il y a plusieurs œuvres comme La main gauche de la nuit, où, puisqu'on parlait de violence avant, elle imagine une société où il n'y aurait qu'un seul sexe, où on est unisexe. Et derrière, il y a cette interrogation assez typique de cette époque, où on se disait, mais est-ce que l'agressivité, c'est une fatalité? Est-ce que la violence, c'est une fatalité dans notre nature, etc. Et donc, c'était d'inventer une société pour essayer de réfléchir à cette question. Et effectivement, dans La main gauche de la nuit, il y a très très peu de violence physique, hein. Il y a de la violence sociale, et puis il y a de la technique, mais ils roulent à 40 km/h, ils n'ont pas besoin d'aller plus vite que ça. Elle dit d'elle-même qu'elle est probablement l'auteur de science-fiction la plus forestière de toutes, parce qu'il y a énormément de sociétés qui vivent dans la forêt, et ça me fait toujours penser à cet écologiste dont je ne me souviens pas le nom, qui disait quand la ville et la forêt auront refusionné ou fusionné, ben là, ça ira déjà mieux. Je trouve que c'est une belle image d'utopie. Et Ursula Le Guin, elle a écrit dans son cycle de Heine, un ouvrage qui va beaucoup plus loin que les autres, dont elle dit qu'elle a eu beaucoup plus de difficultés à l'écrire, qui s'appelle Les Dépossédés, et dans lequel une société, le livre commence 160 ans après la scission d'une société, les dissidents, les contestataires ont pu aller s'installer sur la planète sœur de celle qui ressemble à la Terre dans le livre. Et cette planète sœur, en fait, elle est très aride, il n'y a presque rien dessus. Et donc c'est une société qui est d'accord de se contenter d'extrêmement peu, mais de vivre quand même très très bien. Et c'est que grâce à une adhésion à l'égalité, en fait, et à une forme de dénuement choisi, que cette société est viable sur cette planète. Et je trouve incroyable, ça date de 1974, ça. Et le livre est extrêmement crédible, va beaucoup plus loin politiquement que dans n'importe quel autre de ses livres. Donc Les Dépossédés, je n'en dirai pas plus, lisez ça comme lisez Alain Damasio. Et il y a encore plein d'autres textes qui nous ont beaucoup inspirés. Il y a Antoinette Richner, son livre Après le monde. C'est peut-être pas vu comme une utopie, mais on a presque envie d'y aller dans son après le monde, parce qu'effectivement, il faudra reconstruire quelque chose, il faudra retrouver des valeurs, il faudra se défendre, il faudra essayer de faire autrement. Et il y aura toujours de la circulation, il y aura toujours de l'énergie, il y aura toujours... Mais c'est un livre écrit aussi au féminin pluriel, ça va très bien, si jamais... Pour ceux qui sont gênés par l'écriture inclusive, le féminin pluriel, ça va très bien. Non, mais pour dire qu'il y a des utopies, voilà, qui sont écrites sous forme de récits de science-fiction et qui peuvent aller assez loin en termes de désirabilité et de crédibilité. J'ai trop parlé. J'embraye parce que le dépossédé, ça a été extrêmement important pour moi, comme pour beaucoup de compagnons et compagnes. Sauf que sur la planète Anarès, la Lune, où vivent les anarchistes, on s'ennuie. On s'ennuie parce qu'il n'y a plus de conflits, les choses roulent, on peut aller un peu où l'on veut, on trouvera à manger, on trouvera à se vêtir, on travaille, on travaille de bonne humeur, mais on s'ennuie, donc on a envie de partir, d'aller voir ailleurs, de retrouver les conflits, les autres formes de vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'utopie, il y a les deux sens du mot, le lieu du bonheur, mais aussi le lieu de nulle part. Et je pense qu'il faut que ça reste vraiment le lieu de nulle part, parce que le lieu du bonheur, on peut seulement l'imaginer avec notre pauvre imaginaire, avec notre pauvre imagination, où certains en ont beaucoup plus que d'autres, comme Ursula Le Guin ou tant d'autres auteurs et auteurs. Mais voilà, je pense que ça doit rester un lieu de nulle part, un lieu désirable, mais où justement on n'arrivera jamais, parce que ça serait vraiment alors la fin du monde, ou la fin de la société, la fin de la fin de l'intelligence.
Moi, j'aimerais revenir à la question, parce que je la trouve très intéressante, de Marc Atalonce. Utopie, derrière chaque utopie se cache une dystopie. L'utopie, par définition, c'est une vision désirable. Mais la question, c'est désirable par qui? Et en fonction de nos valeurs, on peut s'identifier à certaines utopies, mais pas à d'autres. Et c'est pourquoi les utopies, elles impliquent tout un risque, parce qu'elles sont mobilisatrices, parfois très mobilisatrices. Et on a parlé tout à l'heure de quand elles deviennent majoritaires. Alors, il y a ce processus, mais il y a aussi le risque qu'une partie de la population essaye d'imposer une utopie qui n'est pas partagée par les autres. Et c'est pour ça qu'il y a aussi peut-être une dimension, il y a une dimension de risque à l'intérieur de toute utopie, parce qu'il y a une puissance dans les utopies, et que si elles ne sont pas utilisées de manière respectueuse, démocratique, bienveillante, etc., le risque peut se concrétiser. Donc ça, je pense que c'est quelque chose auquel qu'on doit toujours avoir à l'esprit, parce que justement, l'utopie a un très fort pouvoir mobilisateur, et ce pouvoir ne doit pas être utilisé de manière abusive. Ensuite, la deuxième chose, et je vais revenir à la question de la technocratie et de l'utopie du progrès technologique. Parfois, il y a certaines utopies qu'on met en œuvre, ou du moins partiellement, puis en fait, c'est pas si bien que ce qu'on aurait cru. Et ça, c'est le deuxième risque, c'est le potentiel dystopique à l'intérieur de chaque utopie. C'est peut-être ce que vous vouliez dire aussi tout à l'heure, comme quoi c'est bien que ça reste un peu un espèce d'horizon et d'au-delà. Mais parfois, on les met en œuvre, ces utopies, et puis on est déçus. Donc ça, c'est aussi important, justement, de rester toujours dans une dynamique. Et puis, dans les deux exemples que je viens de donner, l'utopie, elle ne doit jamais complètement prendre le pouvoir sur nous. C'est-à-dire qu'on ne doit pas l'imposer à autrui, et on ne doit pas non plus continuer dans cette utopie si on s'aperçoit que sa mise en œuvre partielle ou complète, finalement, heurte nos valeurs et ne tient pas ses promesses. Et je pense que c'est très important ce qu'il a dit là, parce que c'est quelque chose qu'on doit vraiment garder à l'esprit. Il y a aussi des risques avec les utopies, il n'y a pas que du positif, il n'y a pas que des promesses. Oui, je crois que c'est très important ce que tu viens de dire, mais on n'a pas encore prononcé le mot idéologie. Et c'est à cause de ça. C'est que il y a toujours une idéologie qui est là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'idéologie. Et pour contester l'idéologie, il faut en produire une autre. On n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix. Il faut essayer de produire une autre idéologie. Et il y a des risques, bien sûr, dans cette production d'idéologie. Et Dieu sait ce que les idéologies marxistes et autres des 2 derniers siècles ont vécu et ont bien vu ça. Alors peut-être que la phrase de Marc Atala se comprend mieux aussi comme ça. C'était la même réflexion qu'il y a dans un livre de Francis Wolff, 3 utopies contemporaines, s'appelle. Justement, il dit qu'en fait, aujourd'hui, on n'aurait plus le droit tellement de penser en termes utopiques, parce que justement, elles ont été réalisées de façon dramatique par les États communistes, par même le nazisme, qui a mené une idée unique comme ça jusqu'à imposer le pire. Et puis justement, la question, c'est justement aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas, malgré ce passé lourd et qui empêche des fois d'oser espérer ou d'oser imaginer, est-ce qu'on n'est pas obligé, étant donné les défis qui nous sont adressés en tant qu'humanité globale, de recourir à ces utopies maintenant, aujourd'hui? Je crois que l'apport de Marx sur l'idéologie, je pense que c'est important, parce que moi, je ne trouve pas qu'on puisse mettre tout sous le terme d'utopie. Thomas Boucher, qui est un assez grand spécialiste de l'utopie, il dit utopie et dystopie, c'est vraiment deux champs différents, 2 champs intellectuels différents. Et si on garde l'idée de l'utopie comme celle de Thomas More, donc un lieu heureux mais un lieu de nulle part, un lieu inatteignable,
bah justement, ce qu'on appelle dystopie, c'est, dans le langage commun, c'est peut-être plutôt l'effet d'une idéologie qui veut vraiment réaliser concrètement, tout de suite, pour le bien ou pas du peuple et de la planète, mais qui impose une idéologie, une forme de gouvernement, une forme de société, une forme de relation sociale. Donc, je pense que c'est intéressant de garder l'idée que c'est deux champs sémantiques vraiment, vraiment différents. Voilà, on a une question qui nous vient du chat YouTube, qui est la suivante. Utopie, uchronie, est-ce là un champ d'études et d'expérimentation possible? Alors j'imagine peut-être, est-ce qu'on a vu des formes d'expérimentation se réaliser sur la base de ce type de fiction? Alors j'ai une petite idée de qui a posé la question, parce que j'ai pas mal discuté avec quelques personnes de ce que c'était l'Uchronie, mais merci pour la question. Bon. Alors c'est vrai que c'est pas si simple à expliquer, mais quand on fait de l'histoire, on doit se rendre compte justement à quel point certains développements tiennent à peu de choses. Donc on a cette conscience que les choses auraient peut-être pu aller différemment. Donc de cette idée, je passe à celle d'Uchronie, qui est l'idée qu'il s'agit d'un autre temps, ou d'un temps parallèle. Enfin, il y a de multiples versions de l'Uchronie. Il y en a des très réussies. Il y en a une géniale, c'est une de John Brunner, c'est un de mes auteurs préférés, britannique, qui imagine que l'invincible Armada a effectivement envahi l'Angleterre au XVIIe siècle, et qu'on est au XXe, et que toute cette société est fusionnée, mais elle n'est pas si différente de celle qu'on connaît. Donc il y a un trouble véritablement qui se crée dans l'esprit, et donc c'est ce procédé littéraire donc l'Uchronie, qui joue avec le temps, avec le retard ou l'avance, et qui permet de réfléchir à l'histoire, et donc de réfléchir à ce qui serait possible. C'est pour ça que le terme uchronie se rapproche de utopie. Je crois que c'est bien pour essayer de montrer que ce procédé libère l'imagination. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas envahi les Amériques, etc. etc. On ne fait pas d'histoire avec les si, nous apprenait-on à l'école, mais en réalité, la fiction permet beaucoup de choses et devrait être revalorisée justement pour ça. Oui, donc on ne fait pas d'histoire avec des si, mais on fait peut-être de l'avenir avec des si. C'était tout le sujet du débat. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot de conclusion chacun, ou revenir sur un thème en particulier qu'on n'a pas pu discuter. Dans la ligne de la discussion, on peut pas conclure. On peut seulement continuer à aller de l'avant, dans les têtes en tout cas, pas forcément avec la technologie ou les grosses bagnoles. Et puis voilà, mais merci en tout cas d'avoir proposé ce débat qui a été très, très ouvert, où on n'a pas, heureusement on n'a pas eu de grosses d'adversaires, ça peut devenir un peu caricatural. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des débats où il y a un accord de base, avec des différences, des divergences, des histoires différentes aussi entre nous, mais quand même, où on peut, ça sert à avancer, ça sert pas à s'affronter comme des chèvres. Donc merci, ça suscite encore des idées et des réflexions. Pour finir, je ne sais pas quoi dire, mais Yuval Harari, qui est un auteur assez populaire, qui a écrit Sapiens, il montre bien comment la société repose sur des histoires. Donc les histoires, c'est très important, c'est ça qui soutient nos croyances, etc. Étienne de la Boétie, il a montré, ça s'appelle pas discours de la servitude volontaire. Donc ça veut dire que c'est des histoires qui maintiennent. Alors il faut bel et bien inventer des histoires pour pouvoir changer la société, etc. Et je voulais juste dire ça. Moi, je dois donner des cours à des biologistes, donc j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris en particulier que
L'intelligence ne nous distingue pas les humains dans le reste de la nature. L'intelligence existe chez les mammifères et d'autres espèces, donc c'est une propriété émergente dans la nature. Cependant, quelque chose qui nous distingue, c'est le fait que on se raconte des histoires et notre société repose sur des histoires et change tout le temps grâce à des histoires. Et les enfants, on a besoin de leur raconter, ils apprennent tout en écoutant des histoires. Les histoires, c'est pas fait pour les enfants, c'est fait c'est universel. Donc il faut revenir, je dirais, à revaloriser. Qu'est-ce que c'est les histoires, au sens stories, hein, l'histoire avec un petit H, pour libérer les imaginaires. Je reviens à ce thème et l'importance du récit. Et l'utopie crédible, pour moi, ça pourrait vraiment prendre la forme d'un film aussi. C'est peut-être beaucoup plus difficile à faire, mais un récit, on est très libre de faire des récits, donc il faut écrire, comme nous encourage Damasio, Yves Citon et d'autres. Il faut essayer d'écrire qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on voit, vers où on va. Peut-être une dernière question pour Adèle, alors. Parce que c'est pas facile d'être dans les verts aujourd'hui tous les jours, puisque... Alors je prends la conclusion de l'éditorialiste de 24 heures d'aujourd'hui qui s'appelle Camille Kraft, qui dit, on a évacué la zone à défendre du Mormont, mais la question, nos préoccupations du climat, ça on peut pas les évacuer. Et voilà, c'était une ministre verte du canton de Vaud qui est en charge de la police, qui a dû procéder à cette évacuation. Et ceux qui ont été évacués, c'est des Verts également, pas du parti, mais voilà. Donc, pas facile d'être là au milieu. Je vais te répondre là-dessus, mais juste avant, j'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit, mais je te promets que je te réponds. Sur les récits, je partage complètement ta vision et j'aimerais donner un exemple qui, en tout cas, dans les milieux écologistes, je pense que ça a été assez décisif, parce que c'est un récit qui donne envie, c'est le film Demain. Et moi, j'ai pu constater vraiment dans le grand public combien ce film a marqué les gens, combien il leur a donné de l'espoir et combien il les a mobilisés. Et c'est justement un film, c'est pas un film qui construit un récit très complexe, cohérent, théorique. C'est un film qui montre que c'est possible. Un autre monde est possible et que tout le monde peut le faire à son échelle et dans son domaine. Et je trouve que c'est vraiment un film qui donne de l'espoir et qui mobilise, qui donne du courage aux gens. Et c'est ce genre de récit, je pense, dont on a besoin aujourd'hui. C'est en plus un récit qui était extrêmement grand public dans le bon sens du terme, c'est-à-dire attractif et abordable pour énormément de gens. Et moi, j'ai vraiment perçu ça dans mes discussions avec la population, les citoyennes et citoyens, les collègues aussi, que ça, c'était un récit. Et je pense qu'on a besoin d'autres récits comme ça. C'est un récit qui a été raconté avec des images. C'est aussi le support du film, c'est quand même quelque chose d'assez magique. L'écriture est aussi très bien, mais je trouve que le film, là, ça a vraiment joué un rôle important. Et je dirais, maintenant, on a besoin que cette génération, la génération de Greta Thunberg, elle écrive, elle filme, elle dise, elle chante, elle écrive son propre récit de mobilisation. Et je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire maintenant. Maintenant, sur être vert dans une période comme la période actuelle, moi, je pense au contraire, moi, je me sens beaucoup plus confortable maintenant qu'avant, parce qu'on s'est senti extrêmement seul pendant extrêmement longtemps. Ça a été très, très dur. Et honnêtement, la mobilisation qu'il y a maintenant, évidemment, c'est une mobilisation qui utilise d'autres instruments que l'instrument que j'ai moi-même choisi et que Béatrice Métro a choisi. L'instrument de la politique, c'est un instrument qui est un levier extrêmement efficace quand on a des majorités. On peut tout faire avec la politique. On peut changer les lois, on peut vraiment changer la société avec la politique. Quand ça marche, quand on a des majorités, c'est un excellent levier. Mais parfois aussi, ça ne marche pas. C'est long. On a seulement des petits pas. C'est frustrant, c'est dur, c'est violent. Et le fait qu'il y ait justement d'autres personnes qui choisissent d'utiliser d'autres instruments, c'est extrêmement complémentaire. Alors évidemment, le cas de la ZAD, c'est de la désobéissance civile. C'est quelque chose qui est, pour des gens comme Béatrice Métro et moi, exclu parce qu'on est assermentés, qu'on a choisi un autre chemin. Mais
moi, je me sens pas mal à l'aise parce que je pense que ces jeunes, et je crois que ça a été aussi dit dans le même journal, je ne sais pas si c'est la même journaliste qui l'a dit, mais ces jeunes, ils ont gagné. Ils ont gagné. Il y a eu une évacuation parce qu'elle a été menée par les représentants des autorités qui simplement, Béatrice Métro, elle a fait ce pourquoi elle était élue. Elle a fait ce qu'elle a promis, juré de faire quand elle a été élue. Et donc, elle a mené à bien cette opération avec les forces de l'ordre parce qu'il s'agissait d'une atteinte à la loi et qu'on est obligé de respecter la loi. On s'est engagé à ça, en sachant que si on faisait de la politique, on faisait ça. C'est une des contraintes de la politique, il y en a beaucoup. Donc, elle a fait son travail. Maintenant, moi, je ne me sens pas en opposition avec ces jeunes. Et je pense que Béatrice Métro non plus. Le message qu'ils ont fait passer, c'est un message qui est extrêmement important et je pense qu'il va avoir énormément d'impact. La façon dont ils ont mis les projecteurs, ça a eu un impact médiatique énorme. Énorme. Ça, vraiment, tout le monde a parlé de cette ZAD et c'est ça leur victoire. C'est maintenant, ils ont mis ce thème à l'agenda d'une manière encore bien plus efficace que les Verts avec une intervention suicide dans un parlement. C'est-à-dire que c'est devenu vraiment un sujet de société. Tout le monde en a parlé. La question de la dépendance au béton, je pense qu'elle n'a jamais été thématisée de manière aussi claire et aussi radicale que maintenant, parce que c'est justement la vraie question, c'est de dire, le problème, c'est pas seulement Holcim sur ce lieu qui est évidemment crucial, parce que c'est un lieu de haute valeur écologique, culturelle, historique, etc. Mais le problème, il est structurel, il est sociétal. C'est la dépendance qu'on a à ce matériau, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et cette question-là, ils l'ont mis avec une incroyable efficacité sur la table et dans le débat public. Et donc, peu importe finalement que la ZAD ait été détruite, elle a joué son rôle. Elle a vraiment joué son rôle. Ça avait pas de sens finalement, un mois de plus, un mois de moins, ça changeait rien. Mais elle a joué son rôle et je suis convaincue du fait que ces jeunes, ils vont continuer à prendre la parole dans différentes sphères, avec différents instruments, différents moyens. La désobéissance civile, c'est un instrument parmi d'autres. Historiquement, ça a été utilisé dans le cadre de beaucoup d'autres causes dans le monde. Mais c'est simplement, effectivement, un instrument que moi, je ne peux pas utiliser et que je ne peux pas approuver comme élu. Mais je pense qu'on peut se mettre autour d'une table avec ces jeunes et avoir une discussion constructive sur leurs demandes qui sont légitimes et puis avancer ensemble, chacun avec l'instrument qu'on a choisi. Et chacun avec les contraintes. La désobéissance civile, ça comporte aussi beaucoup de contraintes. Chacun choisit son instrument, gère comme il peut ses contraintes et puis on essaye d'avancer. Merci beaucoup à chacun et chacune d'avoir participé. Ah, il y a encore une question. Voilà, on a encore une question qui vient de YouTube, qui est la suivante. Selon vous, l'apport situationniste n'est-il pas trop ignoré justement dans le récit, mais aussi la construction de situations qui nous fassent toucher du doigt d'une certaine manière les utopies? Encore une fois. Alors, selon vous, l'apport situationniste n'est-il pas trop ignoré justement dans le récit, mais aussi la construction de situations qui nous fassent toucher du doigt d'une certaine manière les utopies? Oui, super. Oui, c'est pour toi cette question. Ça nous mènerait encore dans d'autres dimensions. Le groupuscule qui s'appelait l'Internationale situationniste, qui a vécu quelques années, les années 60 jusqu'au début des années 70, ont beaucoup provoqué, beaucoup agi, beaucoup publié et sans doute ont eu une influence beaucoup plus grande que leur petit nombre et leur côté un peu élitiste, intello, n'aurait pu laisser augurer. Mais oui, ils ont été parmi ceux qui ont transmis l'idée des utopies, notamment en réinstallant à Paris la statue de Charles Fourier, qui avait été fondue pendant la guerre comme beaucoup de statues en métal.
ils l'ont réinstallé sur son socle qui existait toujours. Et les forces de l'ordre ont dit que c'était quand même pas, c'était pas dans les normes, donc il fallait l'enlever de nouveau. Donc, alors l'idée de construire des situations, c'est aussi de susciter des moments de décalage, de dérive, de regard, de nouveaux regards sur la géographie urbaine, sur les relations entre hommes et femmes, sur l'histoire des révolutions, etc. Enfin, on touche à beaucoup de domaines. Et je pense que ça peut être voilà, ça vaut toujours la peine de lire, notamment Guy Debord et Raoul Vaneigem, qui sont les plus connus des personnes qui ont parlé au nom de l'international situationniste, entre autres. Oui, ça me fait penser juste à quelque chose, c'est que bon ben moi, voilà, je suis arrivé à Lausanne à 16 ans et je suis tombé dans le mouvement Lausanne Bouge. Et on avait une banderole qui était précisément inspirée de... C'est une phrase de Raoul... Ouais, c'est la phrase de Raoul Vaneigem, je crois qu'elle dit que la certitude de ne pas mourir de faim se paye par la certitude de mourir d'ennui. Et c'était une insulte à la société sur le moment. Je rappelle ce que je disais au début, on lui disait si t'es pas content, va voir à Moscou. Ça voulait tout dire, il y avait pas de critique, il n'y avait pas de place pour la critique de la société. Là, les zadistes, ils ont été évacués de façon... La police a mis des gants. Hein, ils ont communiqué, la police a communiqué sur les réseaux sociaux. Enfin, là, à l'époque, la répression était... Parce que ce qui était utopique ou ce qui était critique du système était violemment réprimé. Et cette phrase, aujourd'hui, elle a l'air presque... Oui, bon, c'est un peu la société. À l'époque, c'était vraiment une insulte au système. Merci les situationnistes. Il n'y a plus de questions. Alors merci à chacun et chacune d'avoir participé. Je crois que c'est vrai qu'on ne peut pas conclure sur ce sujet, mais peut-être qu'on peut dire qu'on vit dans un moment où il y a quelque chose à faire, quelque chose à construire, à reconstruire peut-être. Peut-être qu'on vit dans ce temps entre deux utopies et que c'est maintenant qu'il faut penser, écrire, dessiner, tout ce que vous voulez, venir à nos conférences et venir voir les films qu'on a prévus pour vous. Le prochain événement, ce sera le 3 juin, des déambulations dans les jardins de Roverea. Donc c'est ça, cette fameuse visite d'une utopie concrète. Alors, merci beaucoup. Merci Amélie, merci Alliance Sud. Bonne soirée. Beaucoup.